Bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Gay. Bonsoir Stéphane, bonjour. Salut, salut. Nous avons 6 heures ou 7 heures de décalage entre le Québec et la Suisse. OK, ben bonne soirée. Voilà, mais c'est un plaisir de te parler, de parler avec toi ce soir parce que tu es un microbiologiste, tu t'y connais en virologie, en médecine et surtout en biologie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et quel est ton avis? On va aller directement dans le sujet. Nous vivons une épidémie, une pandémie aujourd'hui à travers le monde et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les trois quarts de l'humanité sont confinés chez eux. Et c'est Ah un oui. événement unique, le premier, probablement le dernier à mon avis, mais enfin c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'aimerais avoir ton avis en tant que spécialiste, en tant que voilà, tu as travaillé pour des grandes sociétés de pharma et de biotech, etc. Donc, quel est ton avis sur cette crise? C'est une grande question à développement. Écoutez, j'ai commencé à suivre ça dès le départ là, avec ce qui s'est passé à Wuhan. Puis j'ai pris ça avec un grain de sel, me rappelant là, comment on avait été berné avec le H1N1. Puis un de mes amis m'a envoyé quelque chose. Il a dit Stéphane, check ça, c'est sérieux. Là, j'ai commencé à regarder tout comment ils avaient mis en place la panique avec le H1N1. Puis là, je disais non, non, regarde, c'est du H1N1, ils nous refont le même coup. Et puis, 20 juin, 21 juin, janvier, 22 janvier, j'ai commencé là, à réaliser le potentiel de ce virus-là. Il n'y avait pas beaucoup de littérature de sortie à ce moment-là, mais on regardait surtout comment le virus se propageait à Wuhan, quelles étaient les mesures prises, et là, on commençait à élaborer des scénarios. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement comme le CCP veut mettre une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine? Et là, on voyait des vidéos où il barricadait les gens à l'intérieur, il aspergeait les rues. Et là, on voyait qu'il y avait quelque chose de sérieux qui se passait là. Et puis là, écoute, on s'est pas encore rendu chez nous. Hein, là, on se rend compte que l'OMS nous disait faut pas trop s'en faire. Hein, on n'a pas d'évidence que ça se transmet encore d'humain à humain. Ils nous disaient ça là, vers la Ouais. mi-janvier, alors que le Wuhan était en lockdown complet. Donc, il était évident qu'il y avait une transmission interhumaine déjà reconnue par le gouvernement. Sinon, ça ne justifiait pas là, de telles mesures. Donc, à partir de ce moment-là, là, on regarde, OK, le gouvernement ici, qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Est-ce qu'il va prendre des mesures pour nous protéger, nous, les Canadiens? T'sais? Est-ce qu'ils vont empêcher les Chinois, les avions qui en provenance de la Chine, notamment de Wuhan, mais surtout de la Chine, mais surtout de Wuhan? Alors là, tu te rends compte qu'il n'y a jamais rien de fait. Oui. On a notre bon docteur Arruda, comme notre premier ministre l'appelle, qui lui, il se promène avec l'épinglette là, de l'OMS là, sur le développement durable, tu sais, le petit truc en arc-en-ciel. Là. Puis on comprend qu'il reçoit les ordres de l'OMS, ce bon docteur Arruda. Et puis lui, dès le début, il nous a averti qu'il était sur le dossier à temps complet depuis le 7 janvier, mais déjà, il faisait la tournée des radios pour nous dire que c'était pas plus grave qu'une grippe. C'était pas plus transmissible qu'une grippe, c'était pas plus mortel. Puis en plus, on n'avait pas à craindre de ça parce que même les enfants étaient protégés, ils n'étaient pas atteints. Alors, c'était l'information qui nous était transmise là, par à peu près tous les canaux médiatiques lesquels on pouvait avoir. Et moi, je savais déjà depuis le début que c'était contagieux, que c'était bien, bien pire qu'une grippe. Au niveau de la mortalité, bon, les chiffres étaient fragmentaires, on se creusait un peu les manèges, on essayait de faire nos propres calculs, on essayait de compter le nombre de morts qui étaient incinérés dans les 22 incinérateurs de Wuhan. On a fait toutes nos projections, on était sur des forums, puis on s'aperçoit aujourd'hui que à Wuhan, il n'y a pas eu 3 000 ou 4 000 morts. Il y en a eu probablement plus, aux alentours de 100 000 morts. Donc, aujourd'hui, on en est toujours ici avec de la désinformation qui est mise sur place par nos gouvernements, à l'effet que, oui, c'est très, 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 très grave, mais il ne faut pas trop s'en faire. Il faut rester chez nous, il faut se confiner, mais ça ne se transmet pas par les aérosols. Et ça, c'est le grand mensonge du Mmh. gouvernement.
c'est de dire que ce virus-là n'est pas aéroporté. Alors qu'on sait depuis oui. le début février, c'est publié partout. Bien sûr. On a des exemples, des études qui ont été publiées qui démontrent que c'est aéroporté. On a fait des échantillonnages dans les hôpitaux qui ont hébergé des gens contaminés dans des chambres d'hôtel qui ont été contaminés et toutes les indications montrent que de l'ARN viral, donc du virus SARS-CoV-2, est présent dans à peu près tous les sites qui sont échantillonnés. Un peu plus tard, on a une autre étude qui est faite en laboratoire avec un nébulisateur, donc qui envoie des aérosols en suspension et qui mesure le temps de décroissance de son infectiosité. Combien de temps ça prend pour que le virus devienne moins actif ou moins infectieux? Alors la conclusion de l'étude, c'est que le virus demeure en suspension pendant plus de 3 heures et que son potentiel infectieux demeure pour au moins 3 heures. Ça là, c'est début, je pense que c'est le 3e de mars qu'on a eu cette confirmation-là. Malgré, ça a été repris par certains médias, et malgré ce phénomène-là, c'est un silence radio, on n'en parle pas, il ne faut pas le dire aux gens. On dit même aux gens de ne pas porter de masque. En fait, on nous a dit que porter un masque était dangereux. Ils ont fait accroire ça, là, nos médias, le docteur Arruda, entre autres, de l'OMS, nous a dit porter un masque, c'est dangereux. Devant les évidences, ils nous ont dit oui, un masque, ça protège, mais ça protège juste dans une direction, ça ne protège pas de l'autre direction. Alors, expliquez-moi ça. Et là, pour admettre, ouais, le masque, ça pourrait peut-être être protecteur, alors qu'on sait que le meilleur moyen de se protéger contre un virus qui est aérosolisé, c'est le port d'un masque qui est efficace. Je dis, c'est l'enfance de l'âge. Là. On devrait savoir ça depuis le début. Mais ces mensonges institutionnalisés là ont occasionné chez nous, surtout au Québec, là, on est affligé surtout dans les CHSLD, les maisons de soins de longue durée. C'est eux là, qui écopent présentement. Ouais. Là, ça se compte en milliers de morts. On a 4000 personnes qui sont infectées, des personnes âgées qui sont confinées, eux, dans un mouroir. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas avoir de visite, mais ils se contaminent entre eux tout simplement par du personnel qui n'est pas adéquatement formé et renseigné sur le mode de propagation du virus. Alors, ces 4000 personnes-là, on ne sait pas quelle quantité vont mourir, mais ça devrait, là, on n'est pas sorti du bois, comme on dit, au Québec. Ce qui est étonnant pour ceux qui suivent l'évolution de cette crise depuis le début, c'est qu'on a très rapidement des gens qui disent, pas que des autorités, y compris des scientifiques, qui disent « c'est rien du tout, c'est pas grave, c'est très contagieux, mais ça tue pas beaucoup de gens ». Parce qu'ils se basent effectivement sur des chiffres statistiques. Après, l'appréciation de qu'est-ce qu'on entend par beaucoup, c'est, j'imagine, relatif. Il y a d'autres gens qui nous disent, et qui mettent en avant, et c'est devenu les médias depuis mars, qui, à la moindre information négative ou anxiogène, nous disent « attention, c'est très dangereux », ça peut modifier les globules rouges, ça peut créer des caillots de sang dans le corps, ça peut toucher le foie, ça peut toucher le cerveau, l'odorat, donc ça a des effets neurologiques, ça touche des bactéries dans l'intestin. Alors, et chaque fois on utilise le conditionnel, ça pourrait ou ça peut, mais on ne nous donne pas à ce moment-là des chiffres de statistiques, y compris de comorbidité très précis. On en a de plus en plus, et donc on a un côté des gens qui se veulent très rassurants, il suffit de prendre de la chloroquine et c'est bon, etc. Et d'un autre, on a des gens extrêmement anxiogènes. Et c'est très difficile de pondérer, d'avoir le poids. D'un côté, on nous disait les enfants sont porteurs mais pas touchés. Aujourd'hui, on commence, et l'autre camp nous dit attention, ça peut déclencher le syndrome de Kawasaki ou je sais pas. Et 40% aujourd'hui, je lisais quelqu'un qui nous dit attention, 40% d'augmentation des cas chez les enfants, mais 40% à partir de quoi? À partir de 2, à partir de 1, à partir de 500, on ne sait pas trop. Et donc, quel est l'avis justement d'un spécialiste sur que ce soit très contagieux, c'est sûr, que ce soit bien plus dangereux qu'une grippe, c'est évident, mais où est-ce qu'on va en fait avec ce virus? D'autant que
des spécialistes nous disent, Montagnier, le prix Nobel, nous a dit, attention, on a des éléments d'ARN, de protéines, pardon, du VIH dedans. Dans la séquence d'ARN, on a des séquences qui ne devraient pas être là. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça a comme impact si c'est vrai? Quel est l'avis d'un spécialiste comme vous? Ben, comme vous dites, il y a effectivement, il y a tout et son contraire. Alors, on sait bien que les médias veulent faire peur, mais ils pourraient faire peur encore plus que ce qu'ils font là, puis ils ne le font pas dans certaines occasions. Par exemple, quand l'OMS nous disait qu'il y avait 2 de taux de mortalité, ben, ils utilisaient la méthode de calcul qui était fausse, qui était Oui. la moins bonne de toutes, qui donnait le chiffre le plus bas, alors qu'ils auraient pu prendre une autre méthode qui était plus juste, qui aurait donné un chiffre beaucoup plus élevé, mais ils ne l'ont pas fait. Au même moment, ben là, on avait des gens qui disaient que c'était pas plus qu'une grippe, c'était pas plus dangereux, tout ça. Donc, ce que ça avait comme conséquence, c'est que les gens baissaient leur garde et ça favorisait la propagation du virus. Alors maintenant que le virus est propagé, que les gens sont infectés, que les chiffres commencent à monter et les chiffres sont certainement manipulés, mais jusqu'à quel ordre, on ne peut pas le savoir. Donc, on ne sait pas s'il y a vraiment 10 de la population qui a des anticorps au COVID parce que les méthodes qui sont utilisées sont critiquées, ne sont pas bonnes, l'échantillonnage n'est pas représentatif. Donc, finalement, on sait presque rien. Par contre, il y a quelque chose qu'on sait, il y a quand même plusieurs choses qu'on connaît sur ce virus-là, puis qu'on ne peut pas remettre en question. En tout cas, de mon point de vue, là, je vais parler pour moi. Là, bon, est-ce que c'est une arme biologique, ça? Professeur Montagnier a fait une entrevue sur la question. Et alors, lui, il a fait les mêmes analyses que l'étude indienne avait démontré à la fin janvier. Il avait présenté une étude où il montrait qu'il y avait 4 insertions dans la protéine S. La protéine S, ça se trouve être la clé qui permet au virus de pénétrer dans la cellule. Il y avait, à ces endroits stratégiques-là, il y avait 4 insertions du sida, du VIH plutôt. Ouais. Et puis, l'étude indienne a été restée publiée pendant 48 heures et ils ont été sommés d'être retirés pour conclusion abusive. Alors, la conclusion de cette étude-là était à l'effet qu'il était peu probable que ce genre de mutation-là puisse survenir dans la nature. Ça, c'était la conclusion d'une équipe de chercheurs indiennes réputées là, dans l'université reconnue qui ont une historique de publication qui est très longue. C'était pas n'importe qui. Donc, professeur Montagnier a repris ces résultats-là. Il faut savoir on pourrait faire ce même travail-là si on avait les outils, parce que les séquences qui ont été fournies par la Chine sont publiques, ils sont uploadés ou téléchargés dans la banque de données du NIH aux États-Unis. Donc, n'importe qui a accès à ça. Toutes les séquences des virus sont publiques. Donc, avec un outil qui s'appelle BLAST, on fait juste des alignements de séquences. Puis là, on est capable de voir, OK, regarde ça ici, c'est conservé, ici, ça ne l'est pas. Ici, il y a une région chaude qui change beaucoup. Et c'est comme ça que l'équipe indienne a réussi à mettre en lumière ces insertions-là. Donc, ce n'est pas la présence ou l'absence d'insertion qui a été remise en question, mais plutôt la conclusion à l'effet que ce n'était pas naturel. Professeur Montagnier, qui est un biologiste moléculaire, co-découvreur du VIH, lui, il a refait cette analyse-là, il n'a pas publié, mais il est sorti dans les médias francophones pour dire effectivement, il y a présence d'acides aminés, la séquence correspond à ce qu'on retrouve chez le VIH. Alors, sur 4 séquences, il y en a 2 qui sont identiques et il y en a 2 autres qui sont hautement similaires. Alors, lui, moi, je trouve qu'il a été quand même très diplomate. Il a dit probablement que c'est un accident, donc le virus a été relâché par accident. Donc ça, c'est indéniable que ce virus-là a été créé en laboratoire. Puis je vais te dire pourquoi, Pierrot. C'est parce que à toutes les fois que tu fais une mutation, là, on ne peut pas partager l'écran trop, là, mais tous les mutations, là, on est capable de les suivre dans le temps. Oui. Alors, on est capable de dire cette mutation-là est survenue, par exemple, en Espagne. Et elle s'est perpétuée, donc ça veut dire que c'est une mutation qui est importante. Elle n'a pas été diluée, elle a été conservée, donc elle confère quelque chose. Et celle-là est apparue après, par exemple, au Liban. Après ça, on est tous capables de refaire l'arbre phylogénétique. Ouais.
avec ces 4 insertions du VIH-là, c'est comme si on faisait un saut quantique dans l'évolution du virus, c'est-à-dire qu'on part de absolument rien et puis on arrive avec 4 insertions parfaitement placées qui confèrent des propriétés extraordinaires à ce virus-là, notamment d'être capable d'infecter les cellules T dans le sang, un peu comme le VIH du sida. Et ça a été démontré in vitro. Donc, on le savait depuis le début. Là. Les Chinois nous disaient, nos patients, écoute, on a une thrombopénie, on a une leucopénie, on a une pneumonie virale, on a de l'eau. Ils nous disaient tout ça. Là. Alors, on savait déjà qu'il y avait une baisse. La leucopénie, c'est une diminution des lymphocytes T dans le sang. Donc, ils nous le disaient qu'il y en avait dès le départ, mais ils ne savaient pas que c'était causé par ça. Alors là, une autre équipe de chercheurs ont pris le virus isolé, ont infecté les lymphocytes T, donc les globules blancs là, du système immunitaire, puis se sont aperçus que, tabarouette, ce virus-là détruit aussi les cellules de l'immunité. Donc, c'est une des raisons pourquoi les 4 séquences ont été ajoutées là. L'autre raison aussi, c'est une autre équipe de recherche qui ont pris le récepteur ACE2. Ça, c'est le récepteur qu'on a à peu près là, à la surface d'un paquet de cellules, un paquet de tissus. Et ils ont pris la protéine S. Donc, S, c'est pour spike. Là, c'est la petite spicule qui sort du virus. Là. Alors, ils ont fait de la modélisation puis ils se sont aperçus qu'avec ces 4 insertions-là, il y avait des charges électrostatiques qui étaient complémentaires avec le récepteur S2. Ce qui fait que ça ne prend pas beaucoup de virus. Il va rester comme un aimant très fort. Il va être comme attiré. Pouf, puis un coup qu'il est là, il reste là. Alors, que ces séquences-là ne sont pas banales, ne sont pas anodines, et il n'y a aucune trace dans l'évolution qui démontre qu'on a eu une tendance à conserver mutation par mutation ces acides aminés-là. Donc, ça, c'est la première raison qu'il faut absolument douter de la provenance du virus. La deuxième raison, celle-là est la plus intéressante à mon avis, vous irez voir là, sur YouTube, là, c'est Francis Boyle qui a donné une entrevue à Alex Jones. Le titre du vidéo YouTube, là, c'est Smoking Gun. Et lui, ce qu'il démontre, il est arrivé avec une publication dans Nature, publiée en novembre 2015. Et dans cette publication-là, il est clairement démontré comment le virus qui nous afflige aujourd'hui, ou un virus similaire, a été créé en laboratoire. Comment ils ont sélectionné la protéine S de coronavirus, qu'ils l'ont mis dans un autre coronavirus pour l'étudier chez la souris. Comment ils ont été capables de tweaker la patente pour infecter les cellules pulmonaires et de s'assurer que le titre viral, donc la capacité du virus à se multiplier dans les cellules pulmonaires, soit au moins aussi grande à ce qui était connu chez le SARS et le MERS. Tout ça est décrit là, mot pour mot dans le papier. Et un petit peu plus loin, il dit on s'est servi de la technologie de Wuhan, du laboratoire P4 de Wuhan, et leur expertise avec les insertions VIH. Donc, c'est déjà quelque chose qui était connu, ça. Et qui a financé cette étude-là? Eh bien, c'est le NIH, le NIAID et le gouvernement chinois. La directrice qui gérait ce projet de recherche-là était la directrice du laboratoire P4 de Wuhan. Alors, tout ça est disponible sur le site du magazine Nature, novembre 2015. Tout le monde peut aller lire ça. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, tu ne peux pas conclure autre chose que ce virus-là a été une création artificielle. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il a été relâché dans la nature pour précipiter le déroulement d'un plan qui est prévu longtemps en avance, ou est-ce que c'est un accident? Ça, on peut présumer de plein de choses, mais il n'y a pas de preuve de ça. Je rappelle pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, que tu es un microbiologiste et que tu ne dis pas ça comme ça. C'est effectivement, moi, sans l'être, j'avais entendu déjà il y a quelques années beaucoup d'informations venant de Chine que qu'ils étaient à la pointe de la recherche pour travailler sur le VIH, parce que notamment dans les développements ils ont des recherches, ça c'est plutôt à Beijing, sur des bébés à haute intelligence. Ils essayent de faire ça, mais qu'ils avaient des problèmes d'infection dans ces recherches, et qu'effectivement, la lutte anti-VIH était quelque chose de très prioritaire dans les centres de recherche chinois, et que donc, ça pourrait aller dans l'environnement de recherche en Chine
effectivement, ça a du sens dans un laboratoire comme celui de Wuhan, de essayer des nouvelles combinaisons sur des virus pour voir comment ensuite on peut traiter ou comment. Et donc, moi, je te le dis comme je le pense, je n'arrive pas à imaginer que ce soit une arme. Parce que pour avoir travaillé dans mon dernier livre les armes bactériologiques, c'est toujours plus facile à la fin de dire oui, mais puisque ça a bloqué l'économie, c'est une arme. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt un accident, c'est certainement très grave comme négligence, et c'est quelque chose qui va coûter ou qui pourrait coûter cher à la Chine, mais une arme bactériologique, même un virus militarisé, soit il tue beaucoup plus les gens qu'il touche, soit il les incapacite beaucoup plus longtemps, et certainement pas aux proportions qu'on a aujourd'hui. Je ne dis pas que ce virus n'est pas dangereux, mais il a pas tellement les caractéristiques, à mon avis, hein, d'une arme, mais certainement il est dangereux. Mais la question j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est est-ce que le fait qu'il y ait des éléments de VIH dedans explique que des gens se font réinfecter une deuxième fois, si c'est vrai, parce que la première fois leur système immunitaire il a chuté, et que donc la deuxième fois ils sont beaucoup plus, ils se font atteindre de manière plus grave. Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est que est-ce que ça explique pourquoi certaines personnes sont touchées à des endroits très différents? Il y a des gens qui sont touchés au niveau gastrique, d'autres qui sont, enfin, au niveau des intestins, je veux dire, d'autres au niveau du foie, d'autres au niveau du sang, d'autres au niveau du cœur, d'autres au niveau neurologique, et que certes la majorité semble être pulmonaire, mais qu'il y a pas mal statistiquement de cas de gens qui sont touchés à d'autres choses. OK. Quel est ton avis là-dessus? Concernant l'arme biologique et la création humaine, ça, il n'y a aucun doute que c'est une création humaine. Il n'y a aucun doute. Alors, pour ce qui est de savoir si c'est une arme relâchée ou pas, ça, c'est une question politique que d'autres personnes pourront débattre. On peut tous se faire notre opinion là-dessus. Alors, le point que tu soulevais, Pierrot, était à l'effet que c'est pas une arme qui a les caractéristiques, c'est pas un virus qui a les caractéristiques d'une arme biologique parce qu'il ne tuerait pas suffisamment ou n'incapaciterait pas suffisamment. C'est un point qui est valide, en ce sens qu'il y en a qui disent que c'est une arme qui aurait pu être relâchée par la Chine pour paralyser l'économie de l'Occident et prendre. Tu sais, ça fait du sens, puis pas parce que si les gouvernements avaient pris déjà des bonnes dispositions dès le départ, on ne serait pas rendu où on est rendu là. Donc, c'est comme si la Chine avait déjà présumé que tous nos gouvernements seraient criminels, incompétents, puis qu'ils laisseraient le virus se propager. Oui. Alors là-dessus, je vais rejoindre ton point. Là où, à l'opposé, OK, ce virus-là a des caractéristiques d'une arme biologique parce que il y a un R0, c'est du jamais vu. Alors, c'est un virus qui se propage d'une façon extraordinaire. On n'a jamais vu un virus respiratoire se propager aussi facilement et aussi efficacement que ça. L'autre, ça, c'est un point qui est super important parce que le deuxième point qu'il faut mettre en relation avec, c'est que c'est un virus qui mute très, très, très facilement. Alors, dans le dernier vidéo que je faisais hier à Média Infocité, où je fais des petites vidéos à l'occasion, c'est une nouvelle chaîne, j'expliquais justement que le virus de la dengue, qui est un virus qui est connu depuis plus de 100 ans, on était capable de suivre les évolutions, donc créer un arbre phylogénique comme je t'expliquais. Et il y avait quelques mutations de sorte qu'aujourd'hui, après plus de 100 ans, on a 4 grands groupes de virus qui causent une réponse immunitaire différente pour chacun de ces virus-là. Donc, on a des anticorps spécifiques à chacun des 4 groupes de virus. Donc, ça, c'est un virus qui est stable. Dans le virus SARS-CoV-2, en 4 mois, on a plusieurs centaines de ces souches-là. Plusieurs centaines. Donc, ce qui n'était pas toujours rapporté en Chine, qui commence à être rapporté aujourd'hui, comme par exemple, là, on parle de plus en plus d'une nouvelle maladie qui est une maladie pulmonaire. On n'a jamais entendu, la Chine n'a jamais rapporté que les enfants étaient atteints par ce virus-là. Et là, depuis 10 jours, on commence à en parler de plus en plus avec le syndrome de Kawasaki que tu as parlé. Donc, on aurait, par exemple, une attaque au niveau de l'endothélium de nos vaisseaux sanguins qui permet, à cause que le récepteur ACE2, c'est un récepteur qui est super utile pour contrôler la pression sanguine. Et quand notre virus s'attache à ça, il fait deux choses.
Il stimule le récepteur qui fait contracter le vaisseau sanguin, donc on le diminue. Il détruit l'endothélium et le vaisseau sanguin perd sa capacité à se protéger contre les caillots sanguins. Stress oxydatif. Donc là, on commence à avoir, écoute, il y a des infirmières qui rapportent qu'on fait juste prendre une prise de sang comme ça. Il y a un petit peu d'air dans la seringue, quelque chose, et le sang coagule dans la seringue chez les patients qui sont atteints. Donc, on parle plus d'une maladie cardiovasculaire. Il n'y a jamais les Chinois ont parlé de ça. Donc, est-ce dû à une nouvelle mutation? Donc, parce que ce virus-là se propage d'une façon extrêmement efficace et parce qu'il y a un pouvoir de mutation qui est extraordinaire, on devrait, à terme, arriver avec un virus qui va augmenter ou garder son efficacité de propagation parce que, comme tu le sais, un virus n'a pas comme vocation de tuer son hôte, mais de le garder en vie le plus longtemps possible pour des raisons strictement reliées à la sélection naturelle, comme on connaît. Oui. Ça, c'est la première chose. Deux choses. Donc, la capacité à se propager facilement, la capacité à muter facilement. Ça nous amène à nous dire, est-ce qu'on peut avoir une immunité de masse dans ces conditions-là? Parce que si le virus change aux 3 mois, on a un sérotype différent, donc un virus qui va commander une réponse immunitaire qui va être différente à chaque 2-3 mois. Ça rend caduque l'idée d'un vaccin. Ouais. L'autre chose, j'ai parlé du virus de la dengue, et ça, c'est connu depuis très, très, très longtemps. On a 4 sérotypes du virus de la dengue. Quand une personne est infectée par un, développe des anticorps, elle change de location, donc elle s'en va dans une autre ville, dans un autre pays, attrape un second sérotype. Alors, ces gens-là qui vont attaquer un second sérotype, ça s'appelle un phénomène ADE pour Antibody Dependent Enhancement. Mm-hmm. Ce que ça fait, ça déclenche une crise de cytokine et les patients décèdent dans des proportions excessivement élevées. Mm-hmm. Donc ça, là, ça rend l'idée de l'arme extrêmement intéressante si jamais qu'il y avait des cerveaux psychopathes un peu qui avaient décidé de relâcher ça dans un but de dépopulation. Parce qu'imagine que dans un premier temps, on favorise la contamination des gens, de protégez-vous pas, ne fermez pas les frontières, le masque n'est pas important, c'est pas un virus qu'aéroporté, il faut rouvrir les écoles, etc., etc. On l'attrape une fois. Et avec la mutation qui est excessivement fréquente, il y a plusieurs centaines de souches présentement qui sont répertoriées. On ne sait pas combien il y a de sérotypes dans ces plusieurs centaines de souches-là, et qu'on le rattrape avec une autre version qui pourrait être réintroduite plus tard, qui pourrait cibler, notre système immunitaire pourrait nous cibler comme étant l'ennemi, nous détruire de l'intérieur. Mm-hmm. Alors là, ça rend extrêmement intéressant l'idée d'une arme biologique. Et si jamais ça ne marchait pas, si jamais que la mutation n'arrivait pas à créer un sérotype suffisamment différent pour créer le phénomène qui a été observé avec le virus de la dengue. Ça a été publié, je crois, le 14 février dernier. C'est tout nouveau comment le mécanisme a été mis en évidence. Alors, imaginons l'idée d'une vaccination forcée globale qui forcerait à produire des anticorps juste un peu différents de ce qu'ils commandent pour protéger contre les souches qui sont en circulation. Alors, le simple fait d'être remis en présence de cette souche-là pourrait déclencher tout le phénomène ADE là, que j'ai parlé. Là. J'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos sur ces phénomènes-là sur le Média Info Cité, si jamais il y en a qui veulent aller voir. Là. Alors, on nage dans la spéculation. Là. Tout ce que je vous dis là c'est toutes des choses qui ont été prouvées chez l'humain avec un autre type de virus. Ça a été prouvé avec le SARS-CoV-1 et le MERS, ça a été prouvé chez des souris, ça a été prouvé chez des lapins, chez des macaques, mais ça toujours in vitro, mais ça n'a jamais été prouvé chez des humains in vivo. Mm-hmm. Donc, ça ne veut pas dire que le phénomène ADE va avoir lieu. Je veux juste dire que ce qui est connu depuis une vingtaine d'années, avec les SARS-CoV, on n'a jamais eu de vaccin qui a été élaboré depuis aussi à cause de ce problème, elle était plus grave que la maladie, donc le projet de vaccination a été tout simplement abandonné. C'est pour ça qu'on n'a pas de vaccin, contre le SRAS ou le MERS. Donc ce qu'il voudrait dire, c'est qu'il faut être très très attentif. Si on nous propose un vaccin pour ce virus, il faut faire très attentif que ce vaccin ne soit pas en fait
à la source, finalement, d'une mortalité plus élevée si on est ensuite mis en contact avec d'autres variantes mutées de ce virus. Exactement. Et les aviseurs médicaux de Donald Trump, la semaine dernière, lui ont fait savoir, exactement ce que je viens de dire là. Dans la littérature, avec les coronavirus, il y a un historique de problèmes d'immunopathologie, donc le système immunitaire qui attaque les poumons. Donc, il faut faire attention. Et la réponse du docteur Fauci était de dire, parce qu'eux, ils disaient que ça va prendre au moins 10 ans pour arriver, les aviseurs médicaux disaient, à cause de ces problématiques-là, ça va prendre 10 ans avant de pouvoir créer un vaccin efficace. Alors, Dr. Fauci, ce qu'il disait, il dit, on va relaxer les règles gouvernementaux de la FDA pour approuver de façon plus rapide pour que ça soit disponible entre 12 et 18 mois. Alors là, il ne dit pas qu'ils vont bypasser les tests chez les animaux. C'est pas ça qu'ils disent. Il va peut-être avoir des tests chez les animaux, mais est-ce que les tests vont être suffisamment rigoureux pour éliminer ce risque-là? Il va falloir être très vigilant. Est-ce que ça veut dire que le confinement, à ton avis, est-ce que ce confinement, c'est plutôt une bonne idée ou une mauvaise idée? En début d'épidémie, c'est une mauvaise idée. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce que Didier Raoult a dit le 17 mars dans son vidéo qui a été virale, c'est-à-dire on confine les gens qui sont testés positifs, c'est ça. On teste les gens qui sont asymptomatiques. Ça ne sert à rien de gaspiller des tests qui sont en quantité limitée chez des gens qu'on pense ou qu'on sait qui sont positifs. Ces gens-là, on les traite comme s'ils étaient positifs, on les confine. On traite le confiné ainsi que sa famille. Oui. Didier Raoult n'avait pas été aussi loin que ça, mais puisque c'est un virus qui est aéroporté, il faut traiter préventivement sa famille avec la chloroquine. Et puis, Didier Raoult ne disait pas que c'est un virus aéroporté, donc lui, il ne parlait pas du port du masque. Sauf qu'aujourd'hui, il est absolument certain que ce virus-là est aéroporté et que le masque doit être une partie intégrante de toute solution qui vise à endiguer cette épidémie-là. Le port du masque, c'est la première solution à prendre. Parce qu'effectivement, dans le livre que j'avais coécrit sur les risques, notamment biologiques, le protocole standard en cas de pandémie, en cas de maladie émergente, c'est effectivement de prendre toutes les personnes qui ont des symptômes de la maladie, de les isoler et de prendre toutes les personnes avec qui elles ont été en contact pendant la période asymptomatique mais contagieuse et à ce moment-là de les tester ou de les isoler aussi. Mais c'est en fait extrêmement targeted, ciblé, et c'est ce que fait visiblement Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, je crois la Thaïlande aussi ont fait ce protocole-là, qui est le protocole que tous les épidémiologistes du monde et tous les médecins, tous les hôpitaux Hong Kong a fait ça, connaissent. La Corée du Sud a fait ça. Oui. Et, en fait, tous les pays qui ont eu du succès, le point commun, c'était le port du masque et une culture de la distanciation sociale élevée. Donc, les Japonais, par exemple, ils ne se donnent pas la main. Ils se saluent comme ça, ils ne se touchent pas, ils gardent une distance. C'est dans leur culture. Oui. Alors, les gens qui ont du succès. Donc, le port du masque, c'est le succès. Et on peut dire qu'il y a des pays qui ont réclamé le confinement et qui ont aussi eu du succès. Je pense à la Finlande, au Danemark, à la Norvège, qui sont les pays limitrophes de la Suède. Ils ont eu plus de succès que la Suède. La Suède, leur épidémie n'est pas du tout contrôlée. Les mortalités, en fait, ils sont sur le plateau, peut-être encore en phase de croissance sur le plateau. Pourquoi? Parce que le confinement, c'est logique. Le confinement fonctionne aussi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la meilleure façon. Parce que le confinement, c'est logique. Hein? Si les gens ne se rencontrent pas puis qu'on limite les contacts, on limite la progression. C'est aussi simple que ça. Mon point est à l'effet que quand le remède crée plus de problèmes que la solution, il y a des gens qui vont avoir à rendre des comptes là, parce que l'économie, elle est. Je ne vois pas comment on va se sortir de ça d'un point de vue économique. Là. Alors, nous allons. Je suis loin d'être la spécialité, mais je m'intéresse à ça quand même. Non, c'est important. Je lis beaucoup là-dessus. Et c'est exactement pourquoi j'avais acheté ton livre ici qui s'appelle Survivre, que j'ai adoré, que je recommande à tout le monde la lecture. Très bon livre sur comment on peut se préparer. Et c'est d'ailleurs grâce à toi, Pierrot, que j'ai ma bad, que j'ai fait ma bad. Elle est dans ma cour, là. Je la vois là. C'est une bad qui est sur roue.
Et c'est Super, grâce à ton livre que j'ai ça. Ouais. C'est pas exactement le même concept que c'est tu vrai. l'avais, mais c'est, pas mal tout est là, sauf que je peux la délacer au gré de la disponibilité de la nourriture ou des Très trucs comme bien. ça. Là. Alors nous allons bientôt déconfiner. Dans quelques semaines, Ouais, la plupart des pays ont commencé à relâcher les confinements pour justement que l'économie redémarre. Et notamment dans une semaine, les écoles vont réouvrir un peu partout en Europe. Est-ce que nous n'avons pas le risque, et si c'est le cas, comment est-ce que, à ton avis, on va gérer cela, que finalement l'épidémie reparte? ouais. Ça, c'est une question. Ah, c'est sûr que ça va augmenter. Est-ce que ça va augmenter en fou? Je ne le sais pas. Mais le virus, il n'est pas moins virulent depuis le début du confinement. Tout ce que ça fait, c'est que pour à peu près chaque cas détecté, il doit y en avoir au moins 25 ou 50 en circulation. Donc, le virus, il est présent partout. Mhm. Le fait qu'on relâche, dépendamment de comment ça va être fait, ça va faire on va contrôler ou ça va être hors contrôle. Mon idée est à l'effet que les gouvernements ont fait preuve de beaucoup d'incompétence, de beaucoup de négligence. Ils ont caché aux gens le principal mode de transmission. Et mon point de vue est que quand tu fais ce genre de cachette-là, quand tu caches au public le principal mode de transmission d'un virus aussi contagieux, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats extraordinaires. Mhm. Parce que les gens baissent leur garde, ils ne se protègent pas. Alors, mon avis est que si les gens prennent ça à la légère, au Québec, il y a une mouvance qui tend à penser que c'est juste comme une grippe. Puis ces gens-là, ils vont sortir, puis ils vont pas vraiment se protéger. Ils vont dire, c'est juste comme une grippe, je vais être juste un petit peu malade, puis je vais m'en sortir. Puis dans la plupart des cas, ils vont avoir raison. La plupart des gens vont avoir une grippe. Sauf que ce virus-là change. On a Mhm. des anticorps qui sont créés à partir de cette première infection-là. Il faut penser plus loin. Qu'est-ce qui va arriver lors d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, au moment où on va avoir un nouveau sérotype qui va être en circulation et qu'on l'attrape? Est-ce qu'on va avoir un phénomène ADE qui va se déclarer? On ne peut pas le savoir. Donc, il faut être prudent avec de dire je vais l'attraper puis je vais m'en remettre. Tu ne veux pas attraper ce virus-là parce qu'on ne sait rien de ce virus-là. On ne C'est sait vrai. absolument rien. Historiquement et statistiquement, justement, tu en parlais, lorsque les mutations se font, elles ont tendance à garder la transmissibilité parce que c'est bon pour la sélection naturelle du virus, mais elles ont tendance à baisser le... Parce que nous avons en nous, tous les jours, tout le temps, des milliers de virus. Et il y a des milliards de virus sur Terre dont l'immense majorité ne sont pas nuisibles ni nocifs et ils sont autour des cellules, à côté des cellules, ils se reproduisent de temps en temps, mais ils ne créent pas de symptômes, et même parfois le système immunitaire les ignore parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne posent pas de problème. Mm-hmm. Statistiquement, il y a beaucoup effectivement de mutations, et le fait qu'en plus il y ait des séquences d'ARN qui ne sont pas naturelles dans le virus, est-ce que ça ne, est-ce que ça risque pas de créer, et ça c'est plutôt, si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, que ce virus, parce qu'il n'est pas tout à fait naturel, d'une mutation à l'autre, en fait, il, il dégénère, si on veut, soit dans quelque chose qui n'est pas capable de se reproduire et qui disparaisse, soit dans des versions de lui-même qui sont absolument pas nocives. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est ça la Ben, tendance en général des virus. On voit que ils ont tendance à aller vers des, ou alors est-ce qu'on a la mauvaise surprise qui pourrait arriver? je ne crois pas que ce virus-là, que la nature va réussir à se débarrasser des séquences VIH Mhm. parce que ces insertions-là permettent un attachement plus solide, plus efficace. Donc, ils ont été mis là expressément pour Hmm. augmenter la virulence du virus. Puis ça ne fait pas que le virus va tuer l'autre plus rapidement que ces séquences-là soient présentes ou non. Ça fait que le virus va se propager plus longtemps. Donc, en principe, à cause du principe de la sélection naturelle, le virus devrait conserver ces séquences-là. Par contre, si ces séquences-là permettaient de créer une crise cytokine dans les 24 premières heures ou les 48 premières heures et que les patients décèdent, on peut être certain que ces séquences-là seraient éliminées naturellement de la circulation. D'accord. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le cycle d'un virus, c'est à peu près 40 jours.
Alors, si tu peux garder en vie ton patient au moins 40 jours, le virus a fait son cycle de vie, il a réussi à infecter, à se propager, à infecter les cellules partout comme il devait faire sans te tuer et réussir à propager suffisamment de personnes pour augmenter cette transmission-là. Quand tu mets, je dis 40 jours, 40 jours, c'est le cycle typique d'un virus qui n'a pas un R0 aussi élevé. Alors, on peut penser que ça serait beaucoup moins de 40 jours pour le coronavirus. Pour les virus respiratoires, c'est 40 jours. Donc, dans ce cas-là, ici, si le virus tue après 40 jours, on peut dire que toutes les mutations qu'il pourrait y avoir, qui pourraient faire que le virus serait mortel, après 40 jours, n'auraient pas tendance à être éliminées du virus. Et là, ça me ramène encore au fameux phénomène ADE qui, lui, tuerait de façon massive plus de 50%, plus de 60% des gens qui l'auraient après le fameux 40 jours. Alors, dans ce cas-ci, là, on va parler d'un phénomène ADE à l'automne ou plus tard dans l'année ou après la vaccination, on ne le sait pas. Là, on spécule. Là, c'est dans le domaine, dans le terrain de l'inconnu. Donc, il y a quand même des graves dangers, si j'en conclus de ce raisonnement. Il y a quand même, en fait, la situation la plus dangereuse, c'est la situation des 6 prochains mois. Ben, moi, je le verrais plus dans pas les 6 prochains mois, mais les 6 suivants. D'accord. Donc, ça saute un certain temps, et après. Ouais, je pense qu'en septembre, là, novembre, octobre, novembre, les gens, là, la plupart des gens qui avaient à attraper le virus vont l'avoir. Donc, il va y avoir plusieurs souches de virus en circulation. Dans 6 mois, on peut penser qu'il va y avoir plusieurs souches qui vont produire des types d'anticorps différents. On ne sait pas combien de sérotypes aujourd'hui il y a parmi les centaines de mutations qui ont été répertoriées. On sait, là, il y a un site qui trace tout ça. On pourrait faire des spéculations, mais on ne le sait pas. Il faut que ça soit testé en laboratoire. Donc, moi, je penserais plus à l'automne et l'année prochaine où là, les taux de mortalité pourraient, si ça a lieu d'être, là, c'est là qu'on pourrait voir des phénomènes ADE. Et il n'y en aura peut-être pas. Il n'y en aura peut-être pas du tout. Peut-être qu'avec ce virus-là, ça n'aura pas lieu. On ne peut pas le savoir. Ni d'un bord, ni de l'autre. Ça peut pas. C'est juste théorique. D'accord. Donc, ça hypothèque sérieusement toute reprise économique parce qu'on peut redémarrer avec beaucoup de difficultés maintenant. Mais si c'est pour recommencer une vague pandémique à travers le monde dans 6 ou 1 an, dans 6 mois ou 1 an, là, l'économie, on lui donne une deuxième balle dans la tête, ça fait du mal. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, ça peut faire plus de dommages que d'autres choses. Là. T'en parles de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, c'est ta spécialité, ça, hein, Pierrot? Ben oui. On commence déjà, nous, à parler de ça ici au Québec, aux États-Unis. C'est d'actualité déjà. Les abattoirs sont fermés. On commence à tuer des vaches. Ouais. Les cochons, ils ne savent plus quoi faire avec. Le prix commence déjà à grimper. Ça ne va pas aller en diminuant, à mon avis. Là, et une deuxième vague pourrait faire que des gens aient de la difficulté à se nourrir dans les prochains 6 mois à 1 an. C'est ça. Mais ce virus-là, je le répète, c'est un sac à surprise. Je lisais qu'il y avait une étude qui disait que ça n'affectait pas les enfants, qui n'étaient pas contagieux. Et le lendemain, je lis autre chose qui dit que finalement, une étude de virologue allemand dit que chez les enfants, ils sont tout aussi contagieux, sont asymptomatiques. Donc là, les enfants deviennent des super spreaders. Ouais. Si c'est ça, ouvrir les écoles, c'est pas une bonne idée. C'est encore quelque chose d'absolument irresponsable, puisque c'est une mesure qui va permettre au virus de se disséminer de façon extraordinaire, comme toutes les autres mesures qui ont été prises depuis le début. Hein. Toutes les mesures, comme par exemple ne pas se débarrasser de tout notre stock de masques qu'on avait parce qu'il venait de passer date et de ne pas le renouveler. Ils ont brûlé. Ouais. Les masques étaient bons, on les a envoyés en Chine alors que la Chine venait de sortir de son épidémie. Ouais. On a su que notre gouvernement, nous, a délivré 640 visas de Chinois de Wuhan après le lockdown. Après le 24 janvier, ils ont dit, notre bon gouvernement a dit, les Chinois de Wuhan, on veut vous avoir chez nous, venez-vous-en vite. Voici toutes les... Ouais, c'est un problème, ça. Moi, j'ai beaucoup
j'ai beaucoup, tu sais, je veux pas crier à la théorie du complot et de la dépopulation puis tout ça, mais à un moment donné, il faut aligner les faits, Ouais. puis tracer les lignes pour avoir un portrait général. Là. Stéphane, je te Je remercie me pose des beaucoup. questions. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est ton explication de manière très claire et simple nous amène à voilà aux questions très très basiques, c'est-à-dire que est-ce que nous allons envoyer nos enfants à l'école le 11? Est-ce que nous devons faire très attention à la deuxième vague, s'il y a une deuxième vague dans quelques temps? Et surtout d'être très méfiant si on nous dit effectivement qu'il y a un ou plusieurs vaccins qui sont proposés, parce que les effets, indépendamment du vaccin en lui-même, les effets peuvent être plus difficiles si bien sûr on arrive à avoir un vaccin pour autant de différentes variations que celles qu'elles existent. Il faudrait demander, il faudrait s'assurer que que les précautions, les exigences au niveau de la sécurité des vaccins soient vraiment prises, là, que le phénomène ADE soit écarté, puis comment ils ont fait pour faire si rapidement, si ça fait 20 ans qu'ils essaient, qu'ils n'ont pas réussi, c'est quoi la nouvelle technologie qui a permis, tu sais, il doit sûrement avoir il faut qu'ils trouvent à nous convaincre que ce vaccin-là est vraiment sécuritaire. L'autre jour, beaucoup de gens se moquaient de Donald Trump qui essaie de thinking out of the box, qui essaie de réfléchir à des choses originales en disant et si on faisait quelque chose pour nettoyer le corps à l'intérieur, et si on avait, parce qu'il parlait son médecin parlait que le virus subissait quand même beaucoup, et c'est logique, à propos des ultraviolets. Les ultraviolets neutralisaient beaucoup le virus. Et Trump disait, mais au fond, est-ce qu'on pourrait pas faire un traitement d'ultraviolets à l'intérieur du corps? Et tous les journalistes se sont moqués de lui. Mais je suis allé regarder, il existe des recherches en nanomédecine pour toutes sortes de traitements à l'intérieur du corps, au niveau cellulaire, donc au niveau de la taille du virus. Parce que les gens aussi, pour qu'ils se rendent compte, c'est qu'on a les bactéries, c'est très gros. Les cellules, il y en a des petites et des très grandes. Les toutes petites, c'est les globules rouges, par exemple. Les lymphocytes, elles sont très grandes, par exemple. Et un virus, c'est très petit. C'est comme si une bactérie, c'est une vache, un virus, c'est une puce. C'est pour donner une image Oui. Si les bactéries, elles peuvent être pluricellulaires, etc. Bon. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des traitements au niveau au niveau des nanotechnologies, qui ont la capacité de créer des UV pendant un temps très court en ciblant le virus à l'intérieur. Ce sont des technologies que je sais qui sont en recherche. Donc en fait, il a même pas dit une bêtise en fait. Il a été créatif pour une fois. Enfin pour une fois. En tout cas, sur le coup, il a été créatif. Finalement, c'était pas si stupide que ça. Là. Il a jamais dit qu'il fallait boire du Lysol ou de l'eau de Javel. Là. Non, exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense que oui. Non, je disais, pardon. Je partais pour dire, je pense que les médias se tirent dans le pied quand ils font quand ils rapportent ce genre de nouvelles farfelues-là. Là. Je pense que de plus en plus, les médias perdent beaucoup au change. Là. Ouais. Quand c'est rendu que les médias censurent un prix Nobel de médecine en n'ayant aucun argument crédible pour contrer ça, les gens commencent à se rendre compte, là, dans mon entourage en tout cas, commencent à lever un drapeau rouge sur ce que les médias rapportent. Ouais. Je te remercie beaucoup. S'il y a des nouveautés qui arrivent, on refera peut-être une autre séance dans quelques temps. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et comment les gens peuvent-ils... quel est le nom de ta chaîne? Comment peuvent-ils t'écouter? Il y a Média Info Cité. Je donne... c'est une personne que je connaissais pas qui m'a approché un peu comme ça pour dire « Tu pourrais me parler de ça? » Puis on fait des petites vidéos sur différents aspects plus ciblés. Puis j'upload les vidéos là. Là, je suis en train de me partir un groupe Facebook pour les récupérer. Là, puis c'est pas moi qui le fais, alors je serais même pas capable de donner le nom, là, mais sinon, Stéphane Gay sur Facebook, vous pouvez venir me voir là. Parfait. Je mettrai le lien sous la description. Oui, parfait. Super. OK, salut, merci beaucoup. À très bientôt. Bye.